L'Undertaker est surcoté et il n'a que 3 bons matchs dans toute sa carrière. Le concept de la mallette Money in the Bank tourne en rond et il va falloir l'arrêter. La Way at Six va complètement flop parce que même si l'idée de base est bonne, le fait de mettre des catcheurs de milieu de carte dans cette position, ça ne fonctionnera pas. Le NXT actuel est objectivement bien meilleur que NXT Black and Gold. Voilà 4 exemples d'avis impopulaires que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui, cette fois-ci à la fois sur Twitter et sur YouTube. Et maintenant vous commencez à connaître la formule, je lis vos avis, j'y réagis, on en discute ensemble et vous pouvez me répondre dans les commentaires. C'est parti pour un nouvel épisode des avis les plus impopulaires du catch. Alors pour commencer aujourd'hui on va sélectionner un avis qui est vraiment dans l'actualité puisque Money in the Bank c'était il y a vraiment très peu de temps. Quelqu'un nous dit que le concept de Money in the Bank ne sert plus à rien, ça devient de plus en plus dur de créer de bons cash-in, un jour on aura fait le tour. Alors ce premier avis je comprends d'où il vient et d'ailleurs le concept général de Money in the Bank il a beaucoup été critiqué pendant le pay-per-view il y a 2 semaines. Et si d'un côté je peux comprendre la déception de certaines personnes par rapport à l'utilisation de la mallette de Drew McIntyre, je suis pas d'accord avec cet avis là. En fait je trouve que le concept de la mallette Money in the Bank c'est normal qu'il évolue. En fait ce que je veux dire par là c'est que c'est parfaitement normal que quand le concept a été créé et dans les quelques premières années de vie de la mallette Money in the Bank, ça donnait systématiquement un titre à la personne qui détenait le contrat. En soi c'est juste parfaitement logique parce que ça servait à établir ce concept et à permettre de le répéter pendant plusieurs années et puis évidemment plus tard à vendre des mallettes sur le site WWE Shop. Mais en gros ce que je veux dire par là c'est que même en termes de storyline pour la WWE c'était important d'établir la mallette Money in the Bank comme une vraie menace et en plus ça leur a permis de faire passer des mecs qui à la base n'étaient pas forcément destinés au main event à de futurs grandes stars avec l'exemple le plus parlant Edge. Par contre, aujourd'hui, le concept il existe depuis vraiment extrêmement longtemps. Et au même titre que le Royal Rumble qui existe depuis des années et qui maintenant garantit juste un match pour le titre à WrestleMania et non plus un main event et encore moins un titre gagné, pour moi c'est assez normal que la mallette Money in the Bank elle garantisse pas systématiquement à la personne qui la gagne un titre de champion derrière. Et du coup, je suis pas d'accord avec cet avis, je trouve que par exemple ce qu'ils ont fait avec Drew McIntyre, je comprends que ça aurait pu être mieux fait et je comprends que ça plaise pas, mais dans un sens, c'est un nouveau moyen d'utiliser la mallette. C'est-à-dire que Drew McIntyre, en soi, on est tous d'accord pour dire que son choix il est très mauvais, mais ça se justifie par son personnage, le fait qu'il soit frustré, le fait qu'il soit impatient, etc. Et donc c'est aussi un moyen de raconter quelque chose avec la mallette Money in the Bank, c'est que si tu la donnes à quelqu'un qui est posé, qui est peut-être même en début de carrière et qui a tout son temps devant lui, probablement qu'il va prendre son temps et l'utiliser intelligemment, à condition que ce soit bien écrit. Par contre, si tu donnes la mallette à quelqu'un qui est frustré, qui en peut plus depuis des mois, qui vraiment n'a qu'une hâte, c'est de récupérer le titre, il risque de l'utiliser bêtement et donc de rater son encaissement. Donc je pense que pour l'instant, on est encore très loin d'avoir fait le tour complet de la mallette Money in the Bank, sachant que historiquement, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 mecs qui l'ont utilisé en l'annonçant à l'avance, et donc je pense qu'il y a largement l'opportunité de raconter des histoires comme ça, avec des mecs qui l'utilisent par exemple pour WrestleMania, ou des mecs qui l'utilisent au dernier moment, parce que ça a toujours pas été fait non plus. Donc voilà, de manière générale, je suis vraiment pas d'accord avec cet avis-là, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour avec la mallette Money in the Bank, et même si je comprends la frustration de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, je pense que la mallette Money in the Bank est encore très importante à la WWE. Ensuite, avis suivant, le NXT actuel est une bien meilleure version de NXT que Black and Gold. Il est réellement devenu le show de développement qui prépare au main roster, avec les mêmes codes que le main roster, dans un environnement qui a créé une zone de confort pour les talents, ce qui leur permet de se concentrer sur leur catch et leur talent en promo. Alors j'ai sélectionné cet avis parce que je pense qu'il est vraiment très impopulaire, c'est-à-dire que tu demandes à n'importe quel fan de catch qui a suivi NXT Black and Gold et qui suit encore la WWE aujourd'hui, t'as 99% de chances qu'ils te disent que Black and Gold était au-dessus. Et le truc c'est que ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cet avis-là, c'est que déjà il vient de quelqu'un qui je sais regarde beaucoup NXT, donc l'avis il a de la valeur, c'est pas juste quelqu'un qui dit ça pour donner un avis impopulaire, et surtout que l'avis il est développé de manière à ce que ce soit clair et que je puisse être parfaitement d'accord. Parce que si quelqu'un avait dit que NXT actuel était bien mieux que Black and Gold sans expliquer pourquoi, le problème c'est qu'il y a un petit peu débat. Parce que en soi, en termes de show de catch, déjà chacun a ses goûts et je pense que oui, peut-être que certaines des histoires de Black and Gold étaient bien meilleures que celles qu'on peut raconter aujourd'hui du côté de NXT. Mais ça encore c'est spécial parce que c'est à l'appréciation de chacun, c'est chacun ses goûts en termes de catch, etc. Par contre, un truc que je pense on peut dire très objectivement, c'est que oui, pour préparer le roster principal, NXT actuel est largement meilleur que NXT Black and Gold et je dirais même que c'est pas comparable. En soi, je dirais même que NXT Black and Gold, ça préparait pas du tout au main roster. C'était un truc complètement à part qui était presque le show indépendant à l'intérieur de la WWE. Et c'est pas un problème, c'est-à-dire que ça a encore une fois mené à des histoires très très cool et à des matchs exceptionnels dont on se rappellera dans encore 10 ans. Mais par contre, c'est sûr que pour créer une nouvelle génération, c'était clairement pas la meilleure des choses à faire. Et donc, je suis parfaitement d'accord sur l'idée que en termes de centre de développement, NXT actuel est 1000 fois meilleur que NXT Black and Gold, et on le voit d'ailleurs avec les transitions dans le roster principal qui, à mes yeux, se font de manière beaucoup plus fluide. Donc voilà, je suis
parfaitement d'accord avec cet avis, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, même si voilà, je précise qu'on débat sur savoir est-ce que en termes de centre de développement, est-ce que NXT Black and Gold était meilleur que le NXT actuel ou est-ce que c'est l'inverse. En termes de catch, ça encore une fois, c'est les goûts de chacun. Justement, puisqu'on a parlé de NXT, on va rester un petit peu dans le même sujet. Quelqu'un nous dit que si l'Undisputed Era était arrivé dans le main roster, donc Raw ou SmackDown, il serait à la même table que le Shield, Evolution, etc. Bon, là malheureusement, je vais devoir dire que je suis pas du tout d'accord. Par contre, avant de commencer, je précise quand même que j'adore l'Undisputed Era. À NXT, c'était exceptionnel. Je suis fan de chacun des mecs qui ont participé à ce clan. Un petit peu moins de Bobby Fish, j'avoue, mais bref. En tout cas, ils sont exceptionnels. Par contre, en ce qui concerne le main roster, je pense que malheureusement, l'Undisputed Era, même s'ils étaient arrivés dans le main roster en tant que faction exactement comme ils étaient à NXT, je pense qu'ils auraient absolument pas eu le même succès que le Shield ou l'Evolution, et je pense même qu'ils auraient pas eu le même succès qu'ils ont eu à l'époque de NXT. Et ça, pour moi, ça s'explique pour une raison très simple que j'ai déjà donnée avant, c'est que NXT à l'époque, c'était vraiment un truc à part à l'intérieur de la WWE. Les fans étaient pas du tout les mêmes, la réception du coup était pas du tout pareille, et même le booking de manière générale, il était très différent de ce qu'on voit dans le roster principal. Et du coup, même si sur le papier, l'Undisputed Era aurait largement pu avoir masse de succès dans le roster principal avec des titres en tout genre, etc., bah, je pense clairement pas qu'ils auraient été bookés de cette manière-là. Je pense qu'ils auraient certainement très rapidement été mis de côté, on sait très bien comment ce genre de mec était booké à l'époque. Et donc, pour moi, malheureusement, l'Undisputed Era, s'ils étaient arrivés dans le roster principal, bah ça aurait juste flop. Ils seraient arrivés avec probablement beaucoup d'attentes de la part des fans de NXT, mais aussi avec beaucoup d'interrogations de la part des fans qui les connaissent pas. Et je pense que la WWE à l'époque aurait pas fait l'effort de les présenter, de les introduire de la bonne manière. Et donc, à terme, bah le clan se serait juste séparé et ils auraient fini par quitter la WWE exactement comme ils l'ont fait. Donc voilà, je dis pas qu'Undisputed Era n'aurait pas mérité de faire des grandes choses dans le roster principal, ni qu'ils avaient pas le talent pour le faire, mais juste que je pense pas que la WWE aurait su les utiliser comme ils ont pu les utiliser à NXT. Avis suivant qui concerne notre champion indisputé, dont on parle vraiment beaucoup dans ces vidéos avis controversés, son nom il revient quasiment à chaque fois. Une personne nous dit que Cody Rhodes doit avoir un run face complet et ne devenir heel qu'une fois le titre perdu. En fait, j'ai sélectionné cet avis parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit ici dans ce type de vidéo ou sur Twitch, du fait que Cody Rhodes en tant que heel, ce serait absolument incroyable. Et je le maintiens, en plus j'ai commencé à regarder The Boys récemment et effectivement Cody ferait un parfait Homelander. Avec ses talents au micro et ses talents de heel, je pense qu'il pourrait tenir le rôle à merveille et que ça pourrait vraiment surprendre certains fans, même qui aujourd'hui le détestent. Mais là où j'ai trouvé cet avis intéressant, c'est que la personne nous dit « Ne nous précipitons pas, attendons avant de faire ce heel turn si jamais il doit avoir lieu ». Et donc par rapport à ça, bah, je dois dire que je suis parfaitement d'accord. Et je pense que les gens ont trop souvent envie de voir les faces devenir heel hyper rapidement, c'est-à-dire que dès qu'ils gagnent la ceinture, bah, on en a déjà marre et on veut les voir devenir heel, et pour moi c'est pas du tout la meilleure des choses à faire. Cody actuellement il est très bien en tant que face, il tient son rôle à merveille, et contre de très bons heels je pense que ça peut être encore meilleur. Et même si je pense que ça pourrait être intéressant de le garder champion et de le faire tourner heel au sein de son règne pour justement pouvoir peut-être le faire un petit peu plus long sans que les gens se lassent, bah je suis aussi d'accord avec l'avis de cette personne qui dit qu'en fait ça sert à rien de se précipiter, attendons qu'il perde la ceinture avec une storyline intéressante contre j'en sais rien, peut-être un mec de la Bloodline, un Roman Reigns, un Randy Orton, peu importe, quelqu'un, et ensuite à ce moment-là pour essayer de lui donner un second souffle, on peut le faire tourner heel et raconter les histoires qu'on a envie de raconter. Donc voilà, sur cet avis je suis vraiment d'accord, je pense que ça sert à rien de se précipiter. Actuellement il est très bien en tant que face et je me dis que ce serait cool d'attendre qu'il soit à son prime en tant que face, c'est-à-dire peut-être après avoir perdu la ceinture, un mec qui est un petit peu dépité et qui du coup reçoit à nouveau le soutien des fans, pour là vraiment choquer tout le monde et lui faire devenir complètement fou en mode Homelander qui casse des gueules. Allez, avis suivant qui cette fois-ci concerne un catcheur qui n'est plus actif puisqu'on nous dit que l'Undertaker est surcoté. Il possède 5 prises, il bat ses adversaires de la même manière à chaque fois, et on le dit plus grand de tous les temps pour 3-4 matchs intéressants. Bon, là je dois avouer que j'ai vraiment eu du mal à me positionner parce que il y a des trucs avec lesquels je peux être d'accord, en tout cas que je peux entendre, mais l'avis global, j'ai beaucoup de mal. En fait, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une bonne partie de la carrière de l'Undertaker qui est légèrement en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un mec considéré comme le plus grand de tous les temps. C'est simple, en fait, il suffit de regarder les premiers matchs dans la streak, c'est pas exceptionnel, et très franchement, tu te fais chier quand tu regardes le match. Par contre, c'est clair que si on avance dans le temps et qu'on va après WrestleMania 20, là les matchs de l'Undertaker, franchement, ils sont très cool et je suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait que 3-4 bons matchs. Et sachant que parmi les bons matchs de l'Undertaker, il y en a certains qui sont juste bons, plutôt cool à regarder, etc. Et il y en a certains qui sont absolument exceptionnels, comme par exemple contre Shawn Michaels ou contre Triple H. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ça, parce que ce que la personne dit dans son message quand il dit que l'Undertaker est surcoté, ça se concentre vraiment sur un seul aspect du catch, c'est-à-dire le match. Alors que l'Undertaker, la raison pour laquelle il est rentré dans l'histoire et pour laquelle il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands, c'est pas pour ses matchs, c'est justement pour tout ce qu'il y a autour, c'est pour son personnage, pour le côté un peu cryptique et énigmatique du personnage de l'Undertaker qui a vraiment fasciné les fans, et à une époque c'était encore plus gros que ça l'a été pendant la génération NT1, c'était vraiment une icône l'Undertaker. Et si on ajoute à ça toute l'importance qu'il a pu avoir dans les vestiaires et même je pense en termes de merchandising et de popularité de la WWE, il a vraiment eu un très gros rôle à jouer, je pense qu'on peut pas objectivement dire qu'il
qu'il est surcoté. Je peux parfaitement entendre qu'on dise que l'Undertaker n'est pas le plus grand catcheur de tous les temps en termes de catch pur. Par contre, en termes de grandeur, d'importance dans le catch, dans le business de manière générale, dans l'importance des promos, du personnage, etc., bah, je pense qu'on peut pas dire qu'il est surcoté et on est obligé de reconnaître que c'est l'un des plus grands de tous les temps. Donc voilà, en soi, je suis plutôt pas d'accord avec l'avis. Je comprends qu'on soit pas fan des matchs de l'Undertaker, ou en tout cas d'une bonne partie d'entre eux, ça se comprend. Par contre, dire qu'il mérite pas, entre guillemets, sa place de plus grand de tous les temps, ça me paraît beaucoup trop impopulaire pour moi. Avis suivant qui concerne un clan dont on va reparler plus tard dans la vidéo, quelqu'un nous dit que certaines fois on oublie trop, en storyline ou juste les fans, le côté réaliste interne au catch. Et même si la loi du plus cool prévaut, je trouve que des fois c'est chiant de pas justifier ce que fait tel ou tel gars ici d'un point de vue réaliste. Par exemple les Wyatt Six à l'heure actuelle. Alors là je vais pas développer très longtemps parce que pour moi c'est vraiment un tout petit détail qui en soi à titre personnel ne me fait pas du tout sortir des histoires. Et si je prends en plus l'exemple des Wyatt Six que la personne a cité, bah ça me dérange encore moins parce que je sais que petit à petit ça va être justifié. Et en soi j'ai quand même l'impression que de manière générale dans le catch, à part quelques cas que je pourrais pas citer là, mais en tout cas de manière très régulière, quand il y a des mecs qui se retrouvent à un rôle complètement différent, bah ça arrive très souvent qu'on le reconnaisse, qu'on le mentionne ou en tout cas qu'on arrive à l'oublier. Si je prends par exemple Bray Wyatt, évidemment que on n'allait pas mentionner le fait que c'était Husky Harris chaque semaine aux commentaires parce que ça avait aucun intérêt. Alors c'est sûr que ça aurait pu être fait de manière intéressante en disant que bah, son échec a fait qu'il a pété un plomb et qu'il s'est transformé en Bray Wyatt puis en Fiend, etc. Et peut-être même que c'est le cas. Mais je trouve qu'il y a plein de situations où c'est pas du tout nécessaire d'expliquer comment les mecs en sont arrivés là. Et justement dans le cas de personnages un peu spéciaux et peut-être même angoissants comme peuvent l'être les Wyatt Six, etc. Bah, je trouve ça encore mieux justement de pas savoir pourquoi les mecs sont arrivés là. Donc voilà, je sais pas si ça dérange vraiment beaucoup de gens de voir comment tel catcheur est passé de tel endroit à tel endroit sans explication. Personnellement ça me dérange pas du tout, mais encore une fois n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec un avis qui concerne l'Elimination Chamber. Quelqu'un nous dit que ça a beaucoup perdu en crédibilité depuis l'intronisation de la nouvelle cage. C'est certes pour la sécurité des catcheurs, mais aujourd'hui on dirait un château gonflable. Alors je sais pas vraiment si c'est un avis très impopulaire, mais c'est un truc dont je voulais parler parce que c'est vrai qu'il y a ce gros débat sur la sécurité des catcheurs et aussi l'apparence globale du pay-per-view et ce que renvoie la stipulation Elimination Chamber. Et en l'occurrence je trouve que ok les tapis mis à l'extérieur ça va pour justifier la sécurité des catcheurs et c'est pas forcément ça qui me dérange, mais je suis d'accord sur le principe que la structure au global, elle a perdu un charme. Alors je sais pas si c'est moi qui me lasse au fil des années à force de voir des Elimination Chamber et des stipulations de partout, mais je trouve que le changement d'apparence générale de la structure lui donne beaucoup moins de charme que ce que ça pouvait avoir à l'époque. Et encore une fois, les tapis au sol, c'est pas forcément le point central qui me dérange, c'est plus la gueule générale du truc, les LED de partout, etc. Ça donne vraiment l'impression que c'est un truc trop encadré alors que c'est censé être une structure dangereuse et dans laquelle t'as pas envie de rentrer. Donc voilà, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que ça ressemble à un château gonflable, mais je suis d'accord sur le principe de dire que la structure Elimination Chamber a perdu en crédibilité. Ah bah tenez, justement, on va rester sur les cages puisque quelqu'un nous dit tout simplement que la cage rouge du Hell in a Cell est meilleure que la cage grise. Alors, puisque la personne n'a pas développé, je vais pas développer non plus, je suis pas du tout d'accord. Voilà, bon en vrai je vais quand même développer un petit peu, je sais pas pourquoi la personne préfère la cage rouge, est-ce que c'est juste une question de goût, etc. Personnellement, pourquoi je préfère la cage grise, je trouve que encore une fois, ça fait beaucoup plus structure violente dans laquelle t'as pas envie de rentrer, et dans laquelle tu rentres que parce qu'une histoire avec un autre catcheur t'oblige à y rentrer pour vraiment régler les comptes, alors que la cage rouge, pour moi, elle fait beaucoup plus série télé, elle fait plus artifice, entre guillemets, de ah ben regardez, c'est Hell in a Cell, la cage rouge, c'est l'enfer, etc. La cage grise, c'est vraiment, on va régler les comptes, on va se tabasser la gueule, et donc pour moi, c'est pour ça qu'elle est meilleure. Ensuite, avis suivant, quelqu'un nous dit que perdre quasiment 30% d'un PLE sur les entrées à la WWE, c'est scandaleux. J'ajouterais même que les vidéos package qui résument les feuds sont trop longs. Au global, sur 4 heures de show, on est sur 2 heures de lutte cumulée. Là, mon avis sur cette question, il est un petit peu partagé parce que je suis pas vraiment d'accord sur l'idée des entrées et des vidéos package qui retracent les feuds. Pour moi, c'est pas du tout ça le plus grand problème parce que je trouve que c'est des trucs qui sont très importants à l'intérieur du catch. Les entrées, ça participe à la présentation des catcheurs, etc. Et les clips pour retracer les rivalités, je sais que moi j'adorais quand j'étais gamin parce que ça m'aidait vraiment à retrouver des storylines que je connaissais pas du tout. Et donc je pense que c'est encore le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui. Puis même, je trouve ça intéressant pour teaser le match. Par contre, là où je rejoins cette personne, c'est qu'effectivement, on perd beaucoup de temps sur des clips qui pour moi ont pas beaucoup d'intérêt. Que ce soit faire la promo non-stop de je ne sais quel événement en Arabie Saoudite ou alors faire la pub pour je ne sais quel documentaire, etc. Je pense que dans les shows ça prend vraiment trop de place et moi des fois ça me dégoûte carrément de regarder des shows en live parce que quand je les regarde le lendemain, tous ces trucs là je peux les passer en fait. Donc mon avis est un petit peu partagé, je rejoins pas du tout la personne sur les entrées et sur les vidéos package qui résument les feuds. Par contre je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires et qui empiètent sur parfois la qualité du show parce que t'as
juste envie de passer au match suivant, t'as envie de voir la suite, et on te met 25 packages pour te dire que, j'en sais rien, l'Undertaker a lancé une balle au Super Bowl. Donc voilà, effectivement, les PLE parfois sont un peu longs sans réelle raison, et je sais pas si c'est une volonté de la WWE de faire croire que les choses sont plus longues qu'ils ne le sont réellement, ou si c'est juste un moyen pour eux de caser de la pub, mais en tout cas il faut reconnaître qu'à la longue, bah c'est un peu fatigant. Avis suivant qui me fait extrêmement plaisir, d'autant que je sais de qui il vient, on me dit que Dakota Kai n'est pas respectée à sa juste valeur. La WWE ne voit vraiment pas le potentiel en elle, peut-être pas au niveau d'une Rhea Ripley, mais elle mérite largement mieux que de se faire pin dans chaque match. Bon, là je vais malheureusement pas trop pouvoir développer parce que je suis juste parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, en soi, là on se focalise sur Dakota Kai, mais c'est sûr que c'est pas la seule, c'est le cas de beaucoup de catcheurs et catcheuses à la WWE. Mais par exemple, je sais que moi, quand j'ai vu le clip de Dakota Kai sur Twitch qui disait que tout ce qu'elle demandait c'était une opportunité, juste une chance pour un titre en PLE pour montrer de quoi elle était capable, bah ça m'a fait de la peine parce que c'est une catcheuse que j'aime beaucoup et je pense qu'elle peut vraiment apporter énormément au roster féminin de la WWE. En plus, actuellement, la division féminine elle est beaucoup critiquée et je pense que, bah, au lieu de rester sur des anciennes recettes et d'aller mettre Tegan Nox en équipe avec Natalya, je sais que je râle dessus à chaque fois mais ça m'avait foutu hors de moi, bah je comprends pas pourquoi ils se disent pas qu'il faut tenter avec des gens qui ont jamais eu cette opportunité. Et en plus, si vous allez voir ce que faisait Dakota Kai du côté de NXT, c'était juste excellent, et là je pense que la transition avec le roster principal, elle peut se faire à merveille. Donc je suis parfaitement d'accord avec cette personne, et donnons une chance à Dakota Kai. Allez, il nous reste plus que 2-3 avis, et on va continuer avec un avis qui parle des finishers. Quelqu'un nous dit que les finishes à base de coups de pied, poing ou boule sont nuls. Les prises comme le Razor's Edge ou autre étaient géniales. Sérieux, Brock Kick, Hell of a Kick, Claymore Kick, c'est totalement la même chose. Alors les finishers, c'est vrai que c'est globalement une question de goût, certains adorent des finishers un petit peu particuliers, d'autres les détestent, etc. Mais là par contre, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que c'est très bien qu'il y ait justement une variabilité au niveau des finishers. C'est-à-dire que si à l'inverse, tout le monde avait des finishers style Razor's Edge ou Spear ou j'en sais rien, des variantes de Powerbomb ou de Pile Driver, bah en fait on en aurait tous marre de voir que les catcheurs au global ont quasiment tous les mêmes finishers. Parce que de manière objective, ok, peut-être que Brock Kick, Claymore Kick, etc. ça reste des coups de pied, mais si tu prends un Razor's Edge ou une Batista Bomb ou un Last Ride, bah dans tous les cas c'est des variantes de Powerbomb, donc c'est quasiment la même chose aussi. En plus, je trouve que l'avantage des finishers qui sont justement des coups plutôt que des prises, bah ça permet de les sortir de nulle part plus facilement. Alors certes, il y a des finishers qui sont des prises, genre le Spear, ça peut se sortir de nulle part. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir justement cette variabilité avec des finishers qui par exemple nécessitent un certain setup pour le placer sur l'adversaire, d'autres qui peuvent sortir de nulle part, certains qui sont des prises, d'autres qui sont des coups. Je trouve que c'est très cool et moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Allez, justement, puisqu'on parlait de finisher, on enchaîne avec un catcher dont le finisher a beaucoup été critiqué. Je parle évidemment de Karrion Kross, puisque quelqu'un nous dit que Karrion Kross est beaucoup trop sous-coté alors qu'il a la gueule, le talent et le charisme qui va avec. Alors j'ai pris cet avis parce que mon avis concernant Karrion Kross, j'ai l'impression qu'il est un petit peu différent de la plupart des gens et je pense que peut-être je rejoins cette personne. En fait, la plupart des gens qui critiquent Karrion Kross et qui disent qu'il n'a absolument pas sa place dans le main roster, bah c'est souvent par rapport à ses capacités dans le ring. Il est beaucoup critiqué là-dessus, que ce soit par rapport à son finisher ou même à son catch de manière générale, et tout le monde fait référence au fait que bah, quand il est dans le ring, c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on a pu voir avant. Et le truc c'est que en soi, pour moi, ça c'est pas du tout le plus gros problème. Pour moi, le plus gros problème de Karrion Kross depuis qu'il est dans le roster principal, c'est qu'il a absolument eu aucune histoire qui lui a permis de montrer quoi que ce soit. Je dis pas qu'il a pas eu d'histoire tout court, juste que les histoires qu'il a eues, en tout cas moi personnellement, m'ont pas touché, m'ont pas intéressé et j'avais pas du tout envie de m'investir. Et donc aujourd'hui, quand Karrion Kross débarque, bah oui, j'ai pas envie de regarder ce qu'il fait parce que ça ne m'intéresse pas. Alors que à la base, quand il a débuté dans le roster principal, j'étais hyper content de le voir et je me disais qu'effectivement, avec la gueule qu'il a, son entrée, etc. et toute sa présentation, il avait moyen de faire de grandes choses si jamais on lui donnait des histoires à la hauteur. Là en l'occurrence, ils l'ont ramené, au final, on sait pas trop pourquoi, parce qu'il a jamais fait grand chose depuis qu'il est revenu dans le roster principal, et donc je rejoins totalement cette personne sur son avis. Je pense qu'il est sous-coté, en tout cas dans son utilisation. Je suis pas en train de vous dire qu'il serait le visage de la WWE, mais qu'en tout cas il pourrait avoir largement mieux que les histoires qu'il a aujourd'hui. Allez, c'est le moment de conclure la vidéo avec un avis qui est vraiment dans l'actualité et qui je pense va beaucoup faire parler, un avis qui concerne les Wyatt Six. Quelqu'un nous dit tout simplement que la Wyatt Six va flop. L'idée de base est bonne, utiliser des catcheurs mis de côté et oubliés par la WWE, mais ça reste des mid-carders. Ça va vraiment être difficile de les mettre over à côté des CM Punk, McIntyre, Rhodes, Styles, Rollins, Reigns, etc. Le perso de l'Uncle Howdy est cool, mais ça reste Bo Dallas derrière, B-Team et tout ça. A voir si ça tiendra sur le long terme. Sans oublier que les clans sombres et mystérieux sont très casse-gueule et finissent vite par foirer. Alors j'ai beaucoup aimé cet avis parce qu'il était très développé, il rentrait vraiment dans les détails et en plus il n'était pas hyper catégorique, genre bah c'est des mid-carders, ça va être de la merde, il y a quand même un peu d'espoir dans son message, mais malgré tout je suis quand même pas vraiment d'accord. Pour prendre les choses dans l'ordre, je trouve que le fait que les catcheurs dans le groupe soient des mid-carders, ça pose pas forcément problème et je reviendrai dessus à la fin. Ensuite, le fait que Uncle Howdy soit Bo Dallas et que donc ça rappelle tous les souvenirs de la merde qu'il a pu faire par le passé, bah, j'ai envie de vous dire que la plupart des catcheurs qui sont devenus des très grandes stars, ils ont aussi fait de la merde à un moment ou un autre de leur carrière.
Par exemple, celui qui me vient en tête immédiatement, c'est Kane. Quand il est arrivé avec son masque, etc., je pense que beaucoup de gens savaient que c'était l'ancien dentiste, là, et pour autant, je pense pas que tout le monde disait, bah il est pas crédible, c'est juste l'espèce de dentiste avec des dents cheloues. Donc pour moi, le passé des catcheurs dans le groupe, que ce soit Bo Dallas ou les autres, c'est pas du tout un problème, et c'est juste quelque chose qu'il faut oublier en se disant que c'est une nouvelle incarnation du personnage. Ensuite, et pour terminer, sur le fait que les clans sombres et mystérieux, ils ont souvent tendance à flop, ça je suis plutôt d'accord, et même de manière générale, beaucoup de catcheurs qui sont un petit peu mystérieux et bizarres, la WWE a énormément de mal à les écrire, j'ai l'impression que l'Undertaker c'est presque l'exception qui confirme la règle, mais là où j'ai quand même de l'espoir avec la Wyatt Six, c'est que j'espère que la WWE va justement apprendre des erreurs du passé. Typiquement, on l'a vu avec The Fiend, c'était un personnage qui était beaucoup trop puissant, qui a dépassé entre guillemets la logique du catch et qui du coup a très mal fini en soi, et j'espère que la WWE va réussir à apprendre de ça pour pas commettre les mêmes erreurs avec les Wyatt Six. Ensuite, pour revenir sur ce que je disais au début, sur le fait que ce soit des mid-carders et que, soyons honnêtes, c'est pas tous des bêtes dans le ring, hein, la plupart sont même plutôt mauvais, bah pour moi ça pose pas problème parce que justement je pense que la direction qui va être prise avec la Wyatt Six, et d'ailleurs ça a été un autre avis qui a été posté sur YouTube par l'un d'entre vous, c'est que justement, bah ils vont pas catcher. En fait, ils seront là comme une menace qui va juste errer dans les vestiaires de la WWE, s'en prendre à certains catcheurs qui commettent des choses pas très cool, comme Chad Gable, ou encore pourquoi pas être une menace pour les GM de Raw, de SmackDown, etc. Et du coup, si on part de ce principe-là, alors évidemment la WWE va peut-être pas du tout partir dans cette direction et ça va juste fumer mon argument, mais en tout cas, si on part dans cette direction, bah je pense que le fait que ce soit d'anciens mid-carders, le fait qu'ils soient pas forcément exceptionnels dans le ring, etc., ça va pas du tout poser problème. Du coup, sur l'avis général, je suis plutôt pas d'accord, je pense que les Wyatt Six, ça peut vraiment très bien fonctionner. Évidemment, il est pas question de leur foutre des ceintures, etc., mais je pense que ça peut être une présence très intéressante, et on l'a vu avec tous les clips qui ont été faits dans les vestiaires par Bo Dallas, Uncle Howdy, etc., c'était très cool. Donc si ça continue dans cette direction et que ça reste juste une présence mystique pour rajouter ce côté un petit peu bizarre à la WWE, sans trop justement partir dans le côté surnaturel, parce que pour l'instant tout ce qu'ils font ça reste très crédible, bah je pense que les Wyatt Six ça peut être quelque chose de très cool, et en tout cas à titre personnel j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Du coup n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez des Wyatt Six, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette personne, ou est-ce que justement vous avez bon espoir que ça va se diriger dans une bonne direction? Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit des catcheurs un petit peu moins importants que pouvait l'être Bray Wyatt, ça risque de leur poser problème, ou au contraire pas du tout? Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et donnez-moi aussi votre avis sur tous les autres commentaires que j'ai lus dans cette vidéo, et moi sur ce je vous attends sur tous mes autres réseaux qui sont en description. C'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.